Je vais vous parler aujourd'hui un petit peu d'hypnose spirituelle. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose spirituelle? L'hypnose spirituelle, c'est une forme d'hypnose un peu différente des hypnoses classiques ericksoniennes. Alors on est plutôt sur du directif, l'ericksonien ne va pas très bien pour ce genre d'hypnose. Dans l'ericksonien, si vous voulez, on est plutôt libre sur la façon de faire nos inductions. Et on a des structures plutôt plus rigides, je dirais, dans la façon d'accompagner nos sujets. C'est libre, on a besoin de créativité, c'est le sujet qui va amener la réponse à sa problématique et pas nous qui allons l'induire. Mais nous avons des façons de faire qui sont un peu plus protocolaires, souvent. Pas toujours, hein, mais souvent. Alors qu'en hypnose spirituelle, là on est sur quelque chose de différent. En hypnose spirituelle, on est très cadré sur la forme d'induction qu'on va utiliser. On a une grande variété d'inductions, mais leurs formes sont très strictes parce qu'on sait exactement ce qu'on veut utiliser. Bon, on utilise globalement, c'est une mise en métaphore de pont affectif, pont somatique ou de pont langagier. Donc là, on a toute une série de façons de faire qui sont plutôt rigides sur la façon d'induire l'induction. Et par contre, nous sommes il y a de la technicité, mais nous sommes très freestyle dans l'accompagnement, le plateau thérapeutique, où là, c'est une véritable énigme. Il nous faut bien souvent jouer soit les négociateurs, soit les enquêteurs. C'est un vrai plaisir que ce type de thérapie, parce que c'est une découverte permanente. Et un challenge permanent aussi. Alors, dans l'hypnose spirituelle, on a trois approches, je dirais pas forme d'hypnose, mais trois approches différentes. Une première approche qui est le past life, c'est-à-dire aller visiter des vies antérieures qu'a vécu le sujet. Il peut y en avoir plusieurs comme ça. Une autre approche qui est plutôt axée sur le future life. Voilà. C'est un peu dans la même approche, c'est la même démarche. On a un coup orienté vers le passé, un coup orienté vers le futur. C'est un peu les mêmes techniques. Il y a une deuxième approche qui est le nettoyage d'entités. Le nettoyage d'entités, c'est un petit peu plus négociation. Voilà. Là, on est plus dans l'enquête. Dans la première partie, avec les past lives, on est dans l'enquête. Dans la deuxième approche, on est plutôt dans la négociation, à nettoyer le sujet des entités qui ont pu se coller à lui au long de son existence. La théorie veut qu'on en ait tous un peu comme de la poussière qui se dépose sur nous, de la poussière d'information. La troisième approche, elle, c'est que se passe-t-il entre les incarnations? Puisque on part du présupposé de base qui est qu'il y a des incarnations et que nous vivons des incarnations. Que se passe-t-il quand nous sommes entre ces incarnations? Pendant le temps qui se passe entre nos incarnations, que faisons-nous? Où sommes-nous? Et on essaie de répondre et de faire revivre ces moments-là. Alors après, je vais vous raconter une petite anecdote aujourd'hui sur une petite histoire sur un cas d'hypnose spirituelle. Alors le cas, c'est plutôt là du past life, et dans les past life, on a tout un tas d'approches différentes. On va du past life touristique, c'est-à-dire on va faire de la régression à vie antérieure touristique, dans laquelle on va aller juste visiter cette vie antérieure, voir ce qui s'y est passé, voir de beaux paysages. C'est toujours amusant, c'est toujours intéressant. On en trouve de la richesse, des ressources souvent. Et une autre approche, c'est une approche plus traumatique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé quand on a subi des traumas? Certains traumas, on n'arrive pas à les résoudre dans cette existence. Avec une thérapie classique de régression, on peut en résoudre certains, des traumas d'enfance, mais certains traumas prennent leurs racines au-delà de cette chose-là, au-delà de notre existence d'aujourd'hui. Donc il est intéressant d'aller les traiter, les soigner dans l'au-delà de cette source d'aujourd'hui, l'au-delà de cette incarnation-ci, de retrouver l'incarnation où ce traumatisme a eu lieu et de venir le nettoyer. Une autre source de trauma peut être le fait que vous êtes des bourreaux
Et quand vous êtes des bourreaux, parce que s'il y a des victimes, il y a forcément des bourreaux, et des fois vous avez eu le rôle de bourreau. Donc si vous avez eu le rôle de bourreau, des fois il y a des effets qui s'appliquent aussi de manière traumatique à vos comportements, à votre existence. Parce que ces mémoires de vie antérieure, elles sont très fines. On les porte en nous et leur enrobage est très fin, ce qui fait que ça passe à travers. Ça passe un petit peu à travers au niveau émotionnel et ça vient impacter des comportements que l'on a aujourd'hui, dans notre existence d'aujourd'hui. Des émotions qui reviennent, des comportements qui sont influencés par ça. Donc l'idée, c'est d'aller nettoyer la fois où vous étiez victime et nettoyer la fois où vous étiez bourreau aussi, parce que ça a quand même de l'influence aujourd'hui. Ça constitue un certain nombre de vos valeurs, ça constitue aussi un certain nombre de traumas ou de comportements inadaptés que vous avez aujourd'hui. Et des fois, on a des phénomènes spectaculaires. Des fois, on a des phénomènes assez spectaculaires. Il en arrive assez fréquemment, pas tout le monde, mais c'est pas la majorité, mais sur les centaines de cas que j'ai traités dans ce domaine-là, j'en ai traité beaucoup, effectivement. J'ai eu des cas assez atypiques, voire extraordinaires. Et je vais vous raconter une de ces interventions, un de ces cas que j'ai suivi. Ça se passe pendant une de nos formations en hypnose. C'est assez rare que ça se produise dans nos formations en hypnose, mais cette fois-là, ça a commencé par là. Donc, ça a commencé par un sujet qui me prévient au début qu'il a déjà fait des trans et que ces trans-là, en général, il a des comportements assez atypiques. Ces comportements assez atypiques, on peut les constater dès la première transe. Il est à 4 pattes par terre et se tape la tête contre la chaise. Ce qui impressionne bien les stagiaires débutants, parce que c'était un technicien en hypnose, c'était donc des débutants qui étaient là, et compliqué. La séance est un peu compliquée pour eux à gérer, mais ça le fait. Je suis là en surveillance, j'étais venu pour remplacer un de mes formateurs qui était malade, et c'est moi qui assurais le technicien en hypnose cette fois-là. C'est toujours un plaisir d'assurer ces techniciens, c'est merveilleux de voir la découverte de l'hypnose, comme elle illumine les gens. Et puis là, il me prévient que c'est un comportement relativement simple qu'il a eu là. Ça peut être pire. Et effectivement, dès qu'il rentre en transe, il a des comportements qui sont très émotionnels et très atypiques, je dirais. Il a un comportement de loup-garou. Voilà. Il se transforme en loup. En rentrant en transe, il se transforme en loup. Et le loup qui naît là, à ce moment-là, dès qu'il est en transe, peut être un petit peu agressif. Pas méchant, mais un petit peu agressif quand même. Ce qui fait que les stagiaires ont pris peur, ne veulent pas trop travailler avec lui, essaient d'éviter de travailler avec lui. Ils se tiennent à distance. Et on arrive, vous savez, au 3e jour, il y a la lévitation du bras. Dans ce cas-là, la lévitation de la patte, donc, qui est à mettre en place. Donc, tous les stagiaires le font, chaque fois, ça réussit très bien. C'est un exercice qui est souvent redouté par des hypnos, alors que c'est une formalité qui est très utile après en thérapie et qui est franchement pas très compliqué à mettre en place. C'est très simple. D'ailleurs, au 3e jour, tous les stagiaires y arrivent facilement. Et lui, par contre, il posait un problème, c'est que dès qu'il rentre en transe, un stagiaire a bien voulu travailler avec lui. Donc, moi, je suis resté derrière en sécurité, prêt à le ceinturer s'il y avait un comportement qui soit agressif ou quelque chose comme ça. La première tentative, parce qu'il y en a eu plusieurs, effectivement, la première tentative, il se lève de sa chaise et commence à aboyer, commence à hurler sous forme de loup. Vous savez, ce ouh que fait le loup, et à remuer les pattes dans tous les sens, parce que là, il agissait plus comme si c'était des pattes que des bras. Le stagiaire, rate un peu son truc, et lui essaie de mordre un peu le stagiaire, donc j'interviens, je le ceinture, je le repose, le sors de transe, on recommence. Le stagiaire accepte de recommencer, le praticien se remet à l'œuvre, et accepte de recommencer son exercice.
Et là, eh bien, là, il a très bien réussi. Le loup est apparu, effectivement. Le loup a hurlé. La patte s'est levée. Et l'exercice a été réussi. Et donc, ce sujet-là est un sujet quand même assez particulier. Donc, dans la littérature aujourd'hui, dans la documentation, j'ai jamais vu, chez mes confrères ou autres, je suis allé fouiller un peu les annales, les historiques, et voir ce qu'on trouvait. Et des cas de loup-garou, comme ça, de lycanthropie, ça n'existe pas normalement. C'était la première fois que j'entendais parler de ça, et que j'étais confronté à ça. Donc, la littérature n'y fait pas référence. Donc, du coup, je me suis dit, il y a autre chose. Bon, toutefois, j'arrête le technicien là, et je passe le relais à Franck, qui prend le relais derrière. En prenant le relais pour le praticien, je le préviens le soir, je lui dis, tu verras, tu as un phénomène un peu particulier, un loup-garou. Quelqu'un qui se transforme en loup-garou dès qu'il est en hypnose. Donc le lendemain, moi j'anime une formation de PNL dans la pièce à côté, Franck prend le praticien hypnose, puis j'entends un hurlement à un moment, un hurlement de loup, je sors de la pièce, je me précipite dans le couloir, j'ouvre la porte, j'entrouvre la porte, plus exactement de la salle de formation en hypnose, et là je vois Franck sur l'avant-scène, avec le loup qui remue les pattes et Franck qui dompte le loup, le bras en l'air en train de dompter le loup et qui réussit tout à fait sa démonstration. Moi, je passe la tête par la porte, je lui fais signe. C'est génial. Et je m'en revais. Il m'a un peu engueulé après parce que je ne l'avais pas assez prévenu sur le coup. Mais il est tout à fait capable de gérer. Il a très très bien géré la chose. Alors, le loup, qu'en est-il devenu ? Je l'ai reçu en consultation après, on a fait plusieurs séances. La première séance, ma difficulté, ça a été de passer le loup. Voilà. De passer le loup, d'arriver à... J'ai mis bien 20 minutes, une demi-heure pour arriver à passer le loup, à aller derrière ce que manifestait le loup, à arriver sur autre chose que cette barrière émotionnelle que gérait le loup. Et effectivement, je suis tombé sur un pass live à ce moment-là. On a fait un pass live, on en a fait plusieurs, on a remonté plusieurs existences, où dans chaque existence, il se faisait payer quelque chose. C'était dramatique à chaque existence. L'existence, la première où on a visité, c'était une jeune femme qui avait perdu son mari, qui avait été accusé du meurtre de son mari, qui avait fini au bagne dans une boule d'injustice, d'émotions, d'injustice, de sentiments. C'était pas elle qui l'avait tuée, elle était condamnée, elle a fini sa vie au bagne. C'était terrible, terrible, une intensité émotionnelle colossale. Et c'est ça qui générait le loup. C'est cette intensité émotionnelle qui générait le loup. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres cas où l'intensité émotionnelle générait des réactions animales. Oui, ça n'a pas été mon seul loup, mais c'était le premier. Et là, donc, on a traité par un pass live, remonté sur l'origine de la chose, puis on est remonté plusieurs existences, qui étaient toutes des existences très dramatiques, pour remonter à la racine, à l'expérience fondamentale. L'expérience fondamentale, c'était un être avec des bonnes valeurs dans cette existence-là, un peu vers la cinquantaine, voilà, un petit peu plus âgé, et qui avait extourbi dans une taverne, alors qu'il était ivre, le tavernier. Il a été arrêté et condamné pour ça, mais pour lui, il avait transgressé ses valeurs, son code de valeurs. Il s'était laissé aller à une ignominie. Il a été condamné, exécuté dans cette existence-là, mais lui était mort à lui-même avant de l'acte qu'il avait commis, qu'il ne s'était pas pardonné. Et ces traces de non-pardon, ces traces d'émotions intenses, il se les faisait payer d'existence en existence, de drame en drame derrière. On a pu travailler là-dessus, résoudre la racine, et ça a éclairé beaucoup de choses dans sa vie. Ça a éclairé beaucoup de choses. Le loup ne se manifeste plus, mais l'avantage, c'est que il a compris plein de ses comportements d'aujourd'hui et comment ils étaient influencés. Et ça va mieux, beaucoup mieux de ce côté-là.
je l'ai revu quelques fois et on a fait quelques séances là, 3 fois, je crois, 3 séances, 4 séances pour remonter bien sur ce qui était. Et c'était très plaisant à accompagner, très découverte. C'était vraiment mon premier loup. C'était mon premier loup. Et puis j'en ai eu d'autres après. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité là? J'ai eu d'autres loups qui n'étaient pas forcément des past lives, pas forcément des vies antérieures. On est allé sur des traumatismes de l'enfance. Mais c'est toujours pareil, quand la boule émotionnelle est trop forte, quand elle dépasse ce que l'humain peut encaisser, la réaction se traduit par une réaction assez animale. Il y a un stagiaire, une fois, qui a essayé de mordre un de nos formateurs en transe. Et le formateur, c'est malheureusement... Le formateur s'est malheureusement enfui cette fois-là. Et moi j'ai pris le sujet, j'étais dans les parages, donc j'ai pris le sujet en session après. Et j'ai pu résoudre, j'ai pu l'aider à résoudre, c'est pas moi qui ai résolu, moi je fais que déployer des techniques. J'ai pu l'aider à résoudre la problématique qui se trouvait dans l'enfance, quelqu'un qui avait été très violenté dans son enfance, très malmené dans son enfance, et qui avait cette boule émotionnelle intense qui ne s'exprimait à certains moments que de manière animale. Et donc, mais c'était une anecdote pour vous expliquer ce qu'on peut faire avec de l'interlife. Je vous parlerai des autres façons dans d'autres vidéos. À très bientôt.